Les Misérables, livre 5, chapitre 12, qui s'intitule « Le désœuvrement de Monsieur Bamatabois ». Il y a dans toutes les petites villes, et il y avait à Montreuil-sur-Mer en particulier, une classe de jeunes gens qui grignotent 1500 livres de rente en province du même air, dont leurs pareils dévorent à Paris 200 000 francs par an. Ce sont des êtres de la grande espèce neutre, hongres, parasites, nuls, qui ont un peu de terre, un peu de sottise et un peu d'esprit, qui seraient des rustres dans un salon et se croient des gentilshommes au cabaret, qui disent « mes prés, mes bois, mes paysans », sifflent les actrices du théâtre pour prouver qu'ils sont gens de goût, querellent les officiers de la garnison pour montrer qu'ils sont gens de guerre, chassent, fument, baillent, boivent, sentent le tabac, jouent au billard, regardent les voyageurs descendre de diligence, vivent au café, dînent à l'auberge et ont un chien qui mange les os sous la table et une maîtresse qui pose les plats dessus, tiennent à un sou, exagèrent les modes, admirent la tragédie, méprisent les femmes, usent leurs vieilles bottes, copient Londres à travers Paris et Paris à travers Pont-à-Mousson, vieillissent hébétés, ne travaillent pas, ne servent à rien et ne nuisent pas à grand-chose. Monsieur Félix Tholomyès, resté dans sa province et n'ayant jamais vu Paris, serait un de ces hommes-là. S'il était plus riche, on dirait « ce sont des élégants », s'il était plus pauvre, on dirait « ce sont des feignants ». Ce sont tout simplement des désœuvrés. Parmi ces désœuvrés, il y a des ennuyeux, des ennuyés, des rêvasseurs et quelques drôles. Dans ce temps-là, un élégant se composait d'un grand col, d'une grande cravate, d'une montre à breloques, de 3 gilets superposés de couleurs différentes, le bleu et le rouge en dedans, d'un habit couleur olive à taille courte, à queue de morue, à double rangée de boutons d'argent serrés les uns contre les autres et montant jusque sur l'épaule, et d'un pantalon olive plus clair, orné sur les 2 coutures d'un nombre de côtés indéterminé, mais toujours impair, variant de 1 à 11, limite qui n'était jamais franchie. Ajoutez à cela des souliers-bottes avec des petits fers aux talons, un chapeau à haute forme et à bords étroits, des cheveux en touffe, une énorme canne et une conversation rehaussée, des calembours de potier. Sur le tout, des éperons et des moustaches. À cette époque, des moustaches voulaient dire bourgeois et des éperons voulaient dire piéton. L'élégant de province portait les éperons plus longs et les moustaches plus farouches. C'était le temps de la lutte des républiques de l'Amérique méridionale contre le roi d'Espagne, de Bolivar contre Morillo. Les chapeaux à petits bords étaient royalistes et se nommaient des Morillos. Les libéraux portaient des chapeaux à large bord qui s'appelaient des Bolivars. 8 ou 10 mois, donc, après ce qui a été raconté dans les pages précédentes, vers les premiers jours de janvier 1823, un soir qu'il avait neigé, un de ces élégants, un de ces désœuvrés, un bien pensant, car il avait un morillon, de plus chaudement enveloppé d'un de ses grands manteaux et complètement dans le temps froid, le costume à la mode, se divertissait à harceler une créature qui rôdait en robe de bal et toute décolletée avec des fleurs sur la tête devant la vitre du café des officiers. Cet élégant fumait, car c'était décidément la mode. Chaque fois que cette femme passait devant lui, il lui jetait avec une bouffée de la fumée de son cigare quelques apostrophes qu'il croyait spirituelles et gaies, comme « que tu es laide, veux-tu te cacher, tu n'as pas de dents », etc., etc. Ce monsieur s'appelait Monsieur Bamatabois. La femme, triste spectre paré qui allait et venait sur la neige, ne lui répondait pas, ne le regardait même pas, et n'en accomplissait pas moins, en silence et avec une régularité sombre, sa promenade qui la ramenait de 5 minutes en 5 minutes sous le sarcasme, comme le soldat condamné qui revient sous les verges. Ce peu d'effet piqua, sans doute l'oisif qui, profitant d'un moment où elle se retournait, s'avança derrière elle, à pas de loup, et en étouffant son rire, se baissa, prit sur le pavé une poignée de neige, et la lui plongea brusquement dans le dos, entre ses 2 épaules nues. La fille poussa un rugissement, se tourna, bondit comme une panthère et se rua sur l'homme, lui enfonçant ses ongles dans le visage avec les plus effroyables paroles qui puissent tomber du corps du garde dans le ruisseau. Ces injures, vomies d'une voix enrouée par l'eau-de-vie, sortaient hideusement d'une bouche à laquelle manquaient en effet les 2 dents de devant. C'était la Fantine. Au bruit que cela fit,
Les officiers sortirent en foule du café, les passants s'amassèrent, et il se forma un grand cercle riant, huant et applaudissant autour de ce tourbillon composé de deux êtres où l'on avait peine à reconnaître un homme et une femme. L'homme se débattant, son chapeau à terre, la femme frappant des pieds et des poings, décoiffée, hurlant, sans dents et sans cheveux, livide de colère horrible. Tout d'un coup, un homme de haute taille sortit vivement de la foule, saisit la femme à son corsage de satin couvert de boue et lui dit « Suis-moi ». La femme leva la tête, sa voix furieuse s'éteignit subitement, ses yeux étaient vitreux, de livide elle était devenue pâle, et elle tremblait. D'un tremblement de terreur, elle avait reconnu Jarvet. L'élégant avait profité de l'incident pour s'esquiver. Fin du chapitre 12.